il a un micro là. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Maryse, tu parles dans le micro. Oui. Tu parles dans le micro parce que c'est enregistré. Là, si Donc je... soit là. Ouais, mais je... Non, non. Quoi? Comment? Ah. C'est vrai que il est pas... le pupitre, il est pas top. Bon, mais on va commencer. Donc bon, merci d'être restés, pour ceux qui sont restés, et puis d'être venus ce soir pour assister à la conférence de Maryse Cararetto, donc qui est ethnologue, anthropologue et chercheuse associée au LIST, voilà, et qui va nous présenter une conférence sur le maïs, donc qui s'intitule Histoire de maïs, qui je crois va parler du maïs, de son arrivée surtout en Europe, et de son acclimatation et de sa domestication en Europe. Voilà, donc on se fait un petit moment, une intervention d'à peu près 1 heure, et puis après on aura des questions, une séance de questions qui n'a pas de limite dans le temps. Bon, voilà, je te laisse parler. Ça va? Tu peux les... Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Maryse Cararetto, je suis anthropologue au Centre d'anthropologie à Toulouse. Et Boris Pressec m'a demandé de faire une conférence ce soir sur le maïs, puisque j'ai mené des recherches pendant plusieurs années sur l'histoire du maïs en Europe, de son arrivée en 1493 jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà. Et c'est pour cette raison qu'il m'a demandé d'intervenir. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, et les photos que j'ai choisies en couverture de ce PowerPoint illustrent un petit peu mon propos, puisque vous avez ici, je vous en parlerai, un extrait du Codex florentin qui rappelle quelques étapes de la culture du maïs. Ici, vous avez des dessins réalisés par John White sur la culture du maïs chez les Timuak. Là, vous avez donc les semailles de maïs dans le Béarn et un élément qui va venir aussi bouleverser le paysage des campagnes françaises et notamment du sud-ouest, le crible de maïs. Alors, mon propos n'est pas de raconter tout ce que j'ai élaboré comme hypothèse et que j'ai vérifié au cours de ma thèse. Ce serait vraiment trop long. J'ai mis 7 ans à la faire. Donc, en 1 heure ce soir, ce ne serait pas suffisant. Par contre, je voudrais, comme j'étais très libre pour organiser cette conférence, je voudrais vous raconter un petit peu comment j'en suis venue au maïs. Qu'est-ce qui m'a amenée à m'intéresser à cette plante. Donc, on va partir un petit peu de mon enfance, on va aller un petit peu au Mexique, on va aller en Afrique. On va revenir en France et puis petit à petit, je vais raconter un petit peu cette approche. Je vous parlerai évidemment des conclusions de ce travail de recherche que j'ai mené, mais vraiment dans les grandes lignes. Et puis je vous montrerai aussi, pour illustrer ce travail, les enquêtes que j'ai menées récemment autour d'une collaboration entre ProMaïs, l'INRA et moi-même, autour des populations de maïs, qui était cultivé en Ariège jusqu'au Pays Basque. Et je finirai donc cette communication par des images, mais qui viendront illustrer les conclusions de mon travail sur cette culture au sens plein du terme que le maïs a généré en France jusque dans les années 50. Donc je mets mes lunettes. Donc j'ai prévu un PowerPoint avec des moments où je resterai un peu sur les images et puis des moments où ça irait un peu plus vite. Donc je vous demande de m'écouter tant que les images ne circulent pas et puis quand les images apparaissent. J'ai mis les légendes, donc vous pouvez les lire tout en m'écoutant. Donc le vendredi 12 juin, j'étais à Montpellier invitée à une journée organisée par 3 chercheurs de l'INRA, Alain Charcosset, Brigitte Gouénard et Anne Zanetto. Le propos de cette journée était de rassembler quelques-uns des principaux acteurs engagés, entre autres, dans la conservation de variétés anciennes de maïs.
dont certaines sont encore cultivées dans quelques parties de l'Europe. Outre l'aspect purement scientifique de la rencontre, les interventions des uns et des autres, français, serbes, allemands, italiens, portugais, espagnols et slovènes, ces interventions et les photos qui les ont accompagnés m'ont à nouveau rappelé combien la diversité de ces variétés, qu'on appelle aussi des populations, est d'une grande richesse. Je peux même affirmer ne m'être jamais lassée de cette plante, tant elle a de quoi surprendre dès lors qu'on l'observe d'un peu plus près. Elle est multiforme, elle peut être ici petite, là très grande. Ses épis peuvent être très longs, d'autres très courts. Entre les deux, une infinie gradation. Des grains ronds, gonflés, plats, triangulaires, en forme de dents, de pois, de perles, très serrés ou bien écartés, mais toujours alignés. Certains sont dentés, cornés, vitreux, et puis il y a cette palette de couleurs, enfin, qui, du jaune très pâle au bleu noir, joue sur une infinité de nuances. Le maïs, je le connais depuis longtemps. Il y en avait probablement dans la ferme dont mes parents s'occupaient quand je suis née, il y a presque 50 ans. Je me rappelle plus tard, quand j'ai aidé avec ma sœur et mon frère aux menus travaux de la maison, de cette odeur si particulière du maïs quand il fleurit, ni bonne ni mauvaise, simplement particulière. Je me souviens de nos courses dans les champs, et plus sérieusement, des heures que nous passions à installer l'arrosage, avant que les rampes ne viennent faciliter cette étape de la culture du maïs. Et je garde à l'esprit la hauteur des pieds, les feuilles coupantes, enfin la chaleur que nous ressentions à circuler entre les rangs. Et puis je me souviens aussi de ces moments où, l'hiver venu, un tueur de cochons, le nôtre s'appelait Pépone, passait dans les campagnes aider à la préparation des salaisons et autres charcuteries à obtenir de ces cochons. Les nôtres s'appelaient invariablement Nicole et Nicolas, que nous élevions année après année. Dans nos familles franco-italiennes, il y avait toujours ce moment où, tous attablés, nous goûtions enfin à la bête. Chez nous en spaghetti bolognaise, mais chez nos voisins, ou plus loin, accompagnés de polenta ou de mias. C'était la fête et je crois que ce jour-là, nous les enfants étions autorisés à ne pas aller à l'école. Alors, très tôt le matin, alors que toute la famille s'activait à préparer mets, bassines, tranchoirs, couteaux et autres accessoires de cuisine, nous guettions Pépone, le tueur de cochons, lui et sa panard gris métallisé. Bien des années plus tard, après une maîtrise d'espagnol, c'est grâce à Georges Baudot, éminent spécialiste du monde aztèque et alors directeur de l'IPEALT, l'Institut pluridisciplinaire des études sur l'Amérique latine, que je me suis davantage intéressée au maïs. Sous sa direction, j'ai rédigé un premier DEA sur la cuisine aztèque, et ce grâce aux travaux d'un des rares moines franciscains à avoir porté sur ce monde un regard bienveillant, le frère Bernardino de Sahagún. En effet, son histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, ou Codex florentin, occupe une place particulière. Les 20 volumes de son Historia sont le fruit d'une très longue et minutieuse enquête. Arrivé au Mexique en 1529, il apprend la langue aztèque, le nahuatl, et s'entoure de scribes indiens, les tlamatinimés, qu'il forme au latin et à l'espagnol, sauvant aussi au passage quelques ouvrages indiens. Il établit un questionnaire pendant sur la totalité de l'univers aztèque, histoire, politique, économie, écriture, vie quotidienne, cuisine, entre autres thèmes, et de village en village soumet ce questionnaire aux Indiens les plus âgés, susceptibles d'avoir connu l'avant-conquête. Il transcrit, inventorie et classe de la sorte jusqu'en 1577, date à laquelle la couronne espagnole confisque notes et documents afférents à ses recherches et interdit la poursuite de telles enquêtes. Il s'agit là à sa façon d'un travail ethnographique dans lequel les chapitres et pages dédiés au maïs, de sa culture à sa consommation, en passant par tous les dieux et déesses, cérémonies, rites, qui entourent cette plante sont riches de bien des enseignements. Dans le livre 8, par exemple, il est ici, j'ai mis une page du livre 8, donc l'Historia General de las Cosas en Nueva España ou Codex florentin se présente sur toutes ces pages de la même façon. Vous avez le texte espagnol ici, et là vous avez le texte nahuatl. Voilà. Donc le livre 8 est très intéressant puisque Sahagún comptabilise et décrit une dizaine de ce qu'on appelle alors les tlaxcali, c'est-à-dire les galettes de maïs, différentes selon qu'elles sont quotidiennes, varient en taille, en contenu, qu'elles sont consommées par les paysans ou les classes privilégiées de la société. Entre-temps, je suis partie au Burkina Faso avec une association humanitaire. Installée dans le village de Niouguin, à 150 km à l'est de la capitale Ouagadougou, dans la province de Koritenga, travaillant tantôt au dispensaire avec les médecins, tantôt parcourant la brousse pour mieux connaître et comprendre l'organisation du village et de ses habitants, j'ai fait connaissance avec le mil et le sorgho,
et j'ai fait connaissance aussi avec le tau, une pâte à base de mil ou de sorgho, plus ou moins compacte. Les Burkinabés la considèrent comme leur plat national. Et le dolo, sorte de bière de mil, ou de sorgho. La ressemblance du mil et du sorgho avec le maïs ne m'a pas échappé. J'ai commencé à consulter ici et là quelques travaux qui portaient sur l'histoire de ces plantes sur le continent africain. Donc ici, une vendeuse de mil sur le marché de Banogo, à 6 km du village où je me trouvais, et une jeune fille du village en train de transformer les grains de mil en farine. Et ici, donc, dans le village de Niougain, la première photo en haut à gauche représente la petite maisonnée des femmes qui s'occupent de la fabrication du dolo, qui est obtenue par fermentation des graines de mil, qui est ensuite cuite et qui est ensuite consommée sur les marchés. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est un alcool qui est très très fort. De retour en France, ma collaboration avec Georges Baudot s'est interrompue, trop pris par ses nombreuses responsabilités entre la France et le Mexique, mais il m'a alors conseillé de faire un voyage au Mexique. Allez au Mexique, installez-vous quelque temps à Puebla, berceau de la culture aztèque. Vivez à son rythme, débrouillez-vous pour goûter à sa cuisine, à ses maïs. C'est la meilleure façon pour comprendre que la cuisine mexicaine aujourd'hui est un mélange savant et subtil entre monde nawa et monde européen. Alors j'ai fait le voyage aux Amériques, et certainement plus facilement et moins dangereusement que ne le firent les premiers conquistadors envoyés par la couronne espagnole. Parlant le nahuatl, la langue des Aztèques, alors j'ai oublié de vous montrer ça. Ça c'est le tau, une pâte à base de mil, de sorgho ou de maïs aujourd'hui, accompagnée ici d'une sauce à base d'oseille. Et là vous avez donc ce dolo, cette sorte de bière à base de mil. Donc, je me suis rendue au Mexique, et notamment à Puebla et dans ses environs. Et là, comme je parlais nahuatl, j'ai pu rencontrer des femmes qui sont donc des locuteurs de nahuatl, des locutrices, et notamment cette personne, une grand-mère, avec qui j'ai compris comment on fabriquait le nixtamal, c'est-à-dire la masse qui va servir à fabriquer les tortillas, et que j'ai vu aussi cuisiner les tortillas. Donc j'ai pu échanger avec ces cuisinières mexicaines autour de la préparation de ces tortillas et évidemment de leur infinie variation. J'ai goûté à beaucoup de plats, par exemple les chiles en nogada, les feuilles de nopal en salade et évidemment le mole poblano qui est le plat national mexicain, qui est un plat qui comporte de nombreuses épices qui ne sont pas du tout originaires du continent américain. Et bien sûr, j'y ai vu des petits champs de maïs en culture et cette association sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mariant le maïs, le haricot et la courge, que les Aztèques et les Mexicains aujourd'hui appellent milpa, c'est aussi donc le champ, c'est pas simplement l'association, mais que l'on retrouve aussi ailleurs sur le continent américain, que pratiquaient les Mayas, qu'on a retrouvé aussi chez les Iroquois et qui existe aussi chez les Anasazi. Et forte de tous ces enseignements et de toutes ces rencontres, j'ai entamé la rédaction d'un deuxième DEA, à l'EHESS cette fois-ci, sous la direction de Claudine Vassas. Ayant fait moi-même l'expérience de tant de nouveautés au cours de ce voyage, j'ai eu envie de relire quelques textes anciens de la conquête et de donner la parole aux conquistadors espagnols pour essayer de comprendre comment ils avaient perçu ces nouveaux hommes dès qu'ils étaient entrés en contact avec eux. Quel regard avait-il porté à ce moment-là sur cette nouvelle alimentation? Quel refus avait-il émis ou au contraire, des partages s'étaient-ils instaurés? J'ai associé à l'ethnographie de Sahagún, que je connaissais déjà, deux ouvrages, les Cartas de Relación de Hernán Cortés, lequel, en entreprenant la conquête du Mexique en 1519, entreprend du même coup la rédaction d'une correspondance adressée à Charles Quint, alors roi d'Espagne. Et ces lettres sont les différents rapports qu'il a faits au roi jusqu'à la date du 15 avril 1532. Elles sont bien sûr des pièces justificatives qui justifient son débarquement, ses combats, ses prises de position, mais elles n'en sont pas moins révélatrices du regard qu'il porte sur ce nouveau monde. Et puis j'ai complété cette deuxième lecture, cette deuxième source, par l'ouvrage de Bernal Díaz de Castillo, qui lui a écrit Una historia verdadera de la conquista de Nueva España, et son auteur entreprend la rédaction de cet ouvrage quelque 30 ans après la chute de l'Empire aztèque, dans le but de restituer une réalité que Cortés déforme dans ses lettres. Mais surtout, la particularité de ce livre réside dans le fait qu'il décrit, outre la conquête espagnole,
l'univers des conquistadors. Et vous allez comprendre pourquoi j'en viens au maïs. Et de lecture en consultation d'archives, de traduction en relecture, j'ai tenté de porter un regard ethnologique sur ce matériau écrit. D'abord parce que le thème de la rencontre entre ces deux mondes pose le problème de la relation à l'autre, proche ou lointain, et de l'identité. Ensuite parce qu'il y a un autre domaine, outre celui du religieux, qui favorisa un rapprochement ou accentua au contraire une différence entre Indiens et Espagnols, c'est le domaine de l'alimentation. Et peu de travaux ethnologiques jusqu'alors avaient réellement travaillé sur les attitudes qu'avaient observées les Espagnols dans ce domaine. Donc je passerai sur les conclusions, mais très rapidement pour vous dire qu'à travers la lecture de ces 3 ouvrages, je suis parvenue à montrer qu'en fait les Espagnols sont à la fois émerveillés et s'acclimatent et s'habituent très très vite aux nourritures qui leur sont proposées, et notamment cuisinées par les Indiennes qu'ils rencontrent, les Amérindiennes, donc les femmes de l'Empire aztèque, et qu'en même temps ils éprouvent un profond dégoût, notamment parce qu'il y a des aliments dans cet ensemble qui ne correspond en rien à ce qu'ils sont habitués à manger, et notamment le chien. Les Aztèques élevaient une espèce de chien qui pourrait, si on pouvait le comparer, il était comparable à ce qu'étaient les cochons, ou ce que sont les cochons dans les fermes, c'est-à-dire on leur donne un petit peu de tout. C'est une espèce de chien sans poil que les Aztèques donc consommaient. Et donc là, ils ont eu énormément de mal. Ceci dit, ils se retrouvent aussi dans un monde où il y a une anthropophagie qui est une anthropophagie rituelle. Et là, devant donc ce spectre du cannibalisme qui les entoure en permanence, ils vont finir par accepter de consommer du chien. Et donc ça va, si vous voulez, cette rencontre alimentaire et ce spectre du cannibalisme va les obliger à repenser leur échelle de valeur et d'appréciation de ces nouveautés. Mais plus intéressant dans ces écrits, cette adaptation donc, à ces nourritures indiennes va se doubler d'un travail de reconnaissance des mets qui a permis leur intégration rapide. Ils font en permanence des allusions à la comida de los indios, et pour l'accepter, cette comida de los indios, ils vont en permanence la nommer en référence à la leur, c'est-à-dire à leur nourriture européenne. Par conséquent, les tlaxcali, c'est-à-dire les galettes de maïs, vont devenir le pain. L'octli, par exemple, qui est l'alcool de maguey, va devenir le vin du pays. Et les pécaris, qu'alors les Aztèques chassaient, vont devenir les porcs de la terre. Et ça c'est très important parce qu'on va voir que le processus aussi de ramener à des catégories de plantes, ce processus-là va être à l'œuvre quand le maïs va arriver sur le continent européen. Donc ainsi identifier ces éléments de base de la trilogie pain, vin, porc permet de retrouver la nourriture familière, reconnaissance qui va s'élargir aussi aux fruits et aux légumes nouveaux. Dans l'ensemble des fruits auxquels les Espagnols vont goûter, ils vont systématiquement les nommer sous le terme de prunes, par exemple, parce que ça va leur rappeler les prunes. Voilà. Donc, la rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde donna lieu à une littérature foisonnante, et nombreux furent ceux qui, officiers, simples soldats, prêtres, missionnaires, explorateurs et voyageurs, s'enverrent un jour au Nouveau Monde et décidèrent de coucher sur le papier toutes ces choses ni vues ni entendues. Et si Christophe Colomb et ses marins furent sans doute les premiers Européens à faire connaissance avec le maïs, les descriptions précises de la plante, détaillées, vinrent bien plus tard, au fil des voyages et des expéditions. Bref, tous ces chroniqueurs se sont quelque peu intéressés au maïs. Certains en parlèrent parfois avec émerveillement, comme le frère Bernardino de Sahagún dont je vous ai déjà parlé. D'autres, comme l'anglais John White et le français Lemoine de Morgue, en firent des dessins et des peintures. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, donc, on a une représentation, une peinture des Indiennes de Virginie vue par John White selon les gravures de Théodore de Brie. Donc, voici le texte qui accompagne donc cette gravure, vous pouvez la lire. Voici la façon de manger des indigènes de la Virginie. Après avoir étendu sur le sol une natte en jonc, ils placent des mets au milieu. Les hommes et les femmes s'assoient en rond de chaque côté. Ils se nourrissent de grains de mil de très bon goût. Vous voyez déjà qu'on appelle le maïs non pas maïs mais mil. En tout cas, on n'adopte pas le terme que ces femmes et ces hommes-là utilisent.
cuits de la manière décrite plus haut, de viande de cerf ou d'autres animaux et de poissons en grande quantité. Ils observent une grande sobriété, ils vivent très longtemps parce qu'ils ne font pas violence à la nature. Celle-ci, donc, c'est la ville de Secota en Virginie. Elle est aussi vue par John White. Les gravures sont de Théodore de Bry et le texte est de Thomas Harriot. Alors, sans entrer dans les détails, il faut savoir qu'ici, cette gravure est très intéressante puisqu'elle montre à peu près tout ce que les Indiens, de Virginie savent cultiver. Alors, plus précisément, je ne me souviens plus. Je sais que là, c'est du maïs. Il y a du tabac, quelque part. Il y a du tournesol. Il y a des poivrons. Donc, voilà, on a synthétisé en un seul et même document toutes les ressources, toutes les plantes cultivées dans cette région. Et ici, donc, vous avez Semailles et culture du maïs chez les Timoquas de Floride. Donc, c'est une aquarelle de Jacques Lemoine de Morgue, une gravure de Théodore de Bry et des textes de Jean Ribaud de La Goulaine. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la manière dont ces Indiens sont représentés, puisqu'on a en fait, vous voyez, quelque chose qui n'est pas vraiment rappelle l'esthétique de la Renaissance dans les corps, dans la façon dont les corps sont peints, et aussi dans la façon dont les sols sont travaillés, puisque là, tout est aligné. Hein. Voilà, tout est très très bien. Les trous pour semer le maïs sont extrêmement bien distancés. Donc déjà, là, on a quelque chose de très intéressant qui nous montre donc la culture du maïs. Voilà. Donc, et on a encore une fois toujours ce souci de ramener à du connu tout ce qu'on voit dans ce nouveau monde, et notamment de faire appel à Pline, à Théophraste, à l'Antiquité et à tous ces mythes pour essayer de comprendre. Bon, la faune et la flore ne représentaient pas pour les Européens un danger particulier, ou un danger comparable à celui de l'anthropophagie, mais ils manifestèrent cependant à leur égard méfiance et curiosité. Et donc la première tentative d'identification va se poursuivre tout le temps de la conquête, c'est-à-dire ramener l'inconnu au connu. Et donc le maïs va devenir tantôt un millet, tantôt un blé, avec lequel les Indiens faisaient leur pain. Et pour rappel quand même, il ne faut pas oublier que le terme maïs, ou maït ou marichi, selon les graphies, terme sous lequel fut désigné le maïs par les Indiens Arawak, avec qui Colomb et ses marins furent en contact quand ils ont pénétré plus avant sur l'île de Cuba, et bien ces termes seront d'ailleurs largement repris pour désigner la céréale, donc le maïs sur le Nouveau Monde, sous des graphies différentes, alors même que chaque groupe amérindien possédait le ou le sien propre. Donc quand on lit des textes anciens qui racontent donc l'exploration des Incas, du Pérou, du sud de l'Amérique, etc., c'est le terme maïs qu'on va retrouver à peu près pour désigner le maïs à côté du terme de mil, millet, etc. Donc j'en viens, je voulais vous montrer un petit peu comment, voilà, ce par quoi je suis passée, mais très synthétiquement, pour en arriver donc à l'objet de ma recherche. Donc on va laisser un petit peu tomber le monde américain. Donc moi j'ai retraversé l'Atlantique et je me suis tournée vers le sort des plantes américaines en Europe, notamment à partir des travaux d'André-Georges Audricourt, qui ont les premiers révélé la façon dont le traitement de certaines plantes peut éclairer les structures d'une société. Les pratiques matérielles et symboliques qui opèrent leur domestication acquièrent une importance toute particulière quand ces plantes sont déplacées hors de leur pays d'origine, gagnent de nouvelles terres, se trouvent en présence d'une autre culture. Et la découverte de l'Amérique a été en ce domaine sans pareil. De l'ancien vers le Nouveau Monde, l'introduction de plantes européennes, l'adoption de certaines plantes autochtones posèrent les bases d'une nouvelle agriculture et d'une nouvelle cuisine. Et à ce tour, le Nouveau Monde déversa sur l'Ancien son flot de nouveautés. Alors, parmi elles, de nombreuses plantes firent le voyage, transformant le paysage, l'agriculture et la cuisine. Beaucoup d'entre elles, comme le cacao, la vanille, l'ananas, le dindon et le tabac, connurent un succès rapide. Et si au tout début, la tomate et la pomme de terre suscitèrent peu d'enthousiasme, les famines successives qui jalonnèrent tout le XVIIIe siècle
eurent tôt fait de les inscrire sur la liste des produits de disette. À partir de là, elles progressèrent dans les cuisines, les manières de les accommoder se multiplièrent. Et aujourd'hui, elles ont acquis dans certains pays une place telle que leurs habitants les croient présentes depuis toujours et composent avec elles des plats devenus des spécialités. Le maïs, pour sa part, ne fut jamais élevé au rang de la gastronomie. Rangé à partir du XVIIIe siècle parmi les aliments de famine, il en conservera toujours la trace. Même si en plusieurs endroits, il existe de nombreuses préparations à base de maïs, manger du maïs fut très souvent et est encore aujourd'hui associé à des temps difficiles. Alors ici, je vous ai mis quelques photos pour ceux qui sont du sud-ouest. Vous avez ici la préparation du mias, donc à partir de farine de maïs, dont je vous raconterai un petit peu plus tard quelle était sa place dans la cuisine. Et qu'aujourd'hui, quelques cuisinières, voire quelques bouchers charcutiers refont. Donc une cuisson lente au chaudron, dans de l'eau bouillante. On dispose un drap sur la table, on verse le mias chaud. Et ensuite, on le laisse refroidir, on le coupe en lamelles ou en carreaux. Et ensuite, on le fait cuire dans une poêle, au feu de bois ou sur une gazinière. Et on le mange sucré ou salé. Il peut servir pour accompagner donc, des daubes, notamment pas mal de plats en sauce. Ou bien on le mange sucré en guise de dessert. Ici aussi, donc, la même chose, mais là, on est dans l'Ariège. Alors, il faut savoir qu'il y a autant de mias qu'il y a de cuisinières qui le font. Mais ça, c'est toujours à peu près pareil quand il s'agit de plats familiaux. Là, la petite différence, c'est la dame a fariné une toile cirée et elle a étalé donc son mias dessus. Et là, elle le coupe en carreaux plutôt que de le couper en lanières. Autre préparation, la polenta. Ici, c'est une série de photos que j'avais faites dans une famille du Tarn-et-Garonne, une famille d'origine italienne, donc qui a l'habitude de manger régulièrement de la polenta, donc, et qui l'a fait selon ce rituel-là, avec ce chaudron-là, voilà. Qui a aussi, ce que je n'avais jamais vu, c'est un petit batteur électrique, puisqu'au bout d'un moment, la pâte de la polenta est tellement dense que installer ce petit batteur électrique, ça facilite le mélange. Et puis ensuite, donc, on prépare la plâche en polenta, on étale, on laisse refroidir. Voilà. Et ensuite, on prépare une sauce à base de tomates qu'on mélange avec des morceaux de saucisse et on déguste ça. Et quand on est sur le terrain et qu'on est ethnologue et qu'on a voulu voir comment on faisait la polenta, eh bien à 4h de l'après-midi, on est obligé de goûter la polenta avec saucisse tomate et c'est très bon. Je crois que je n'ai pas d'autres photos. Alors j'en reviens donc au maïs. Donc je vous disais que le maïs a toujours été associé à des temps très difficiles. Alors c'est une position très singulière au demeurant, car dans un monde où le régime alimentaire reposait essentiellement sur la consommation de grains moulus, transformés en farine, consommés sous forme de pain et de bouillie, le maïs aurait pu facilement se faire une place. Or, c'est aux animaux qu'on le destina, et c'est sous forme de bouillie qu'il fut consommé. Et l'un des facteurs de cette relative marginalisation tient certainement au fait que lorsqu'il arrive dans le vieux monde, la famille des céréales est déjà composée et hiérarchisée. Au sommet, le blé, la céréale maîtresse, la céréale chrétienne par excellence, que les riches aiment à manger sous forme de pain blanc. Et plus bas, les céréales dites secondaires, dites inférieures, millet, sorgho, sarrasin, que les paysans ont appris à consommer, lorsque cela est possible, en les mêlant, le plus souvent sous forme de bouillie ou de pain bis. Et la complexité du processus d'adoption du maïs, ses difficultés à s'insérer dans le paysage culturel et culturel déjà très structuré, a induit des interrogations multiples et répétées qui jalonnent toute son histoire. On ne va cesser de se demander, dans un bon nombre d'herbiers du XVIe et XVIIe siècle notamment, ce qu'il est, comment le cultiver, sous quelle forme le consommer. De même, la variété des dénominations qui lui seront attribuées reflète particulièrement bien la question centrale de son identification et met en évidence quelques-uns des procédés qui ont présidé à son adoption, l'ont permise, ont assuré sa réussite jusqu'à faire de lui, dans certaines régions, le marqueur d'une culture et d'une identité.
Alors, pour travailler, j'ai évidemment lu beaucoup, et notamment beaucoup de travaux d'historiens et de linguistes qui ont tenté justement de comprendre qu'est-ce qui s'était passé quand le maïs était arrivé. Alors, il y a la genèse et la chronologie de son introduction et de sa diffusion ont été établies, de même que s'est éclairée la multiplicité des dénominations sous lesquelles le maïs est apparu dans les documents. Nous y reviendrons. Et nombreux sont aussi les documents relatifs aux techniques culturelles du maïs. Elles sont décrites dans des monographies, des traités et des enquêtes qui voient le jour entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, toujours pour en favoriser l'adoption. C'est donc à partir de cette bibliographie, abondante et diversifiée, que j'ai pu saisir à travers les discours techniques, les fluctuations linguistiques et sémantiques, les débats et les remaniements classificatoires, enfin les enjeux réels et symboliques dont le maïs a été l'objet jusqu'à aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer, j'avais oublié ça, c'est une autre préparation, le passe-tête, qu'on fait notamment dans les Hautes-Pyrénées. Ici c'était une soirée passe-tête, on va dire à l'Espone, un soir d'hiver, en janvier ou en février. Donc ici, la farine de maïs est mélangée à l'eau à l'aide du spène. Le spène, c'est cet objet que vous voyez là, qui est une branche de sapin dont les extrémités ont été retournées en guise de fouet. Voilà. Et il faut compter entre 1h et 1h30 de cuisson pour un bon passe-tête, dont la farine doit être préalablement torréfiée. Et il était ici servi copieusement, mais il faut savoir qu'il s'agisse du millas, que j'ai montré tout à l'heure, de la polenta ou du passe-tête ici, le manger servi comme ça, c'est exceptionnel et c'est plutôt ce qu'on fait aujourd'hui. Ou alors c'était vraiment dans des moments de fête importants, mais la consommation du maïs sous forme de bouillie était essentiellement seule, sans accompagnement, peut-être un petit peu de lait. Ce que je voulais vous montrer ensuite par rapport à... Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je reviens à mon petit discours. Donc, je voulais vous expliquer aussi à partir de quel terrain j'ai travaillé, parce que les photos, après il n'y aura que des photos, je ne parlerai plus. Donc vous serez tranquille, vous pourrez regarder les images. Mais quand on fait un terrain en ethnologie, outre donc l'exploration de tous les documents à partir desquels on va travailler, réfléchir et on va construire son objet. Donc moi, étant donné que le maïs arrive en Europe à 1493, j'ai affaire à des documents qui démarrent au 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e. Et ces documents, ce sont soit des herbiers, donc de botanistes, soit donc des monographies, des grandes enquêtes. Il y a eu des grandes enquêtes au 18e et 19e siècle qui ont été lancées. Et quand on les explore, elles sont riches d'enseignements sur est-ce que dans tel village on cultive ou pas le maïs, à quelle échelle, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le consomme, comment on le travaille, etc. Donc il y a énormément de documents, les documents évidemment des philologues et des linguistes, mais quand on est anthropologue, en tout cas quand on prétend l'être, il y a ce qu'on appelle le terrain. Le terrain, c'est, donc quand on a un objet, moi, le maïs, c'est partir donc dans ces zones où le maïs a été cultivé ou parfois l'est encore, et rencontrer donc ces personnes qui, de près ou de loin, ont eu affaire à lui. Et donc on fait un terrain, on fait des enquêtes. On rencontre des personnes avec lesquelles on va discuter sur le nom de la variété, sa couleur, sa résistance, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le destine aux animaux, est-ce qu'on en mange, quelles sont toutes les étapes culturelles de la plante, etc. Et ce matériau-là qu'on rassemble, on le croise et on le fait dialoguer avec les documents anciens. Dans beaucoup de traités qui sont sortis au XIXe siècle, donc, notamment à partir du traité de Parmentier sur le maïs, il y a eu énormément de traités qui ont été rédigés sur le maïs. Et donc, on a des informations aussi à caractère ethnographique dans ces traités, notamment sur la culture et sur les utilisations du maïs. Donc, on croise aussi ces informations qu'on recueille dans ces traités avec ce qu'on entend quand on fait du terrain. Et donc, pour faire ce terrain, j'ai choisi, pour des raisons de proximité aussi, j'ai choisi donc des zones où la culture du maïs a été dominante, voire elle a gardé un caractère très traditionnel. Et donc je me suis intéressée à ces petits pays-là. Donc j'ai mené une série d'enquêtes dans le Lauragais, ici autour de Toulouse, puisqu'il y avait ici une variété
qui est très connue des anciens agriculteurs, c'est la millette du Lauragais. J'ai aussi travaillé dans l'Entredouro et Minho, qui est une région du nord du Portugal. Et j'ai complété donc ces témoignages par d'autres propos, puisque j'ai enquêté au Pays Basque, au Béarn, en Italie du Nord, et puis donc j'ai aussi complété tout ce terrain par des publications et des correspondants qui m'ont permis d'avoir aussi de la bibliographie et de l'ethnographie, donc issus des pays des Balkans, donc Hongrie, Bulgarie, etc. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on fait une recherche, en même temps, on travaille sur son objet. Donc j'étais vraiment tout le temps autour du maïs. Donc j'ai eu différentes opportunités qui m'ont permis aussi en même temps de prolonger ces recherches et de les approfondir. Donc notamment ici en 92, je crois que c'était en 92, j'ai réalisé une exposition pour le CRDP dans le cadre de la foire internationale de Toulouse qui s'était appelée de l'Amérique à l'Occitanie du maïs au Mias. Et au cours de cette exposition, donc un jeune créateur avait donc créé ces robes en feuilles de maïs qui ont été détruites depuis malheureusement, mais c'était vraiment de très très beaux objets. J'ai aussi travaillé pour l'inventaire culinaire du patrimoine, l'inventaire national du patrimoine culinaire de la France, et notamment pour cet ouvrage-là, j'ai fait des enquêtes sur le haricot tarbé et la farine de Mias. J'ai aussi traduit une partie de cette pièce de théâtre, puisque la première partie est en nahuatl, donc en langue des Aztèques, qui raconte les aventures de graines de mil, donc graines de maïs. J'ai fait aussi l'inventaire du musée du maïs de Las, voilà, qui est un maïs qui est aujourd'hui, un musée qui est aujourd'hui fermé, je crois, mais qui avait un ensemble d'outillages autour de la culture du maïs extrêmement riche et très très intéressant. Et puis j'ai participé aussi à une exposition sur le maïs de Lorraine-Épi, qui avait été organisé par Laurence Jeannin à l'écomusée de la Bresse bourguignonne, où nous étions un certain nombre de chercheurs à nous intéresser sur le maïs. Et donc j'ai contribué à faire un travail sur les mangeurs de Mias et les mangeurs de polenta. Voilà. Et donc peu à peu, en faisant aujourd'hui un terrain sur ces pratiques anciennes, j'ai pu aussi saisir le changement qui s'était opéré quand, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le maïs hybride avait purement et simplement écarté des champs les maïs anciens. Et en mêlant aux voix des anciens les discours nouveaux des maïsiculteurs, je me suis attachée à la venue dans les champs du maïs génétiquement modifié, ou du moins à ce que l'on disait de lui. Et aux propos virulents dont on entourait ce nouveau maïs, on fait écho des propos semblables relatifs à l'introduction des maïs hybrides, qui se superposaient eux-mêmes aux contours déjà esquissés par les débats qu'avaient soulevés en d'autres temps ces premiers maïs, les premiers pas du maïs sur le sol européen. Voilà. Alors je voulais vous montrer ça parce que ça c'est une série de photos qui montre la façon dont le maïs a été dessiné la première fois dans beaucoup d'herbiers. Et plus intéressant, je vais vous l'expliquer. Donc voilà comment on dessine le maïs. Donc voilà la liste de tous les herbiers qui, de 1539 jusqu'à 1696, qui s'intéressent au maïs et qui le décrivent toujours très minutieusement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cet ensemble d'herbiers, du premier jusqu'au dernier, tout le monde se copie, se recopie. Donc on a du mal parfois à savoir qui décrit vraiment le maïs, et on est obligé de faire très attention à ce qu'on y dit. Et ce d'autant, alors ça c'est par exemple Fouche qui décrit le maïs en 1542 et qui le décrit un peu plus tard en 1549, mais manifestement beaucoup d'herbiers qui ont succédé à Fouche ont repris et à la fois le dessin de Fouche et à la fois le texte de Fouche. Donc il faut être très très prudent avec ces documents. Donc voilà une série de représentations du maïs. Et il y en a beaucoup. Là j'en ai mis juste quelques-uns. Donc ça, ce sont différentes variétés de maïs, d'après Taberna et Montanus, qui était on dit un petit peu qu'il est aujourd'hui qu'il a été le précurseur de la botanique allemande. Donc voilà. Alors évidemment, on est toujours quand même dans quelque chose qui est très très particulier, puisque là on a des graines bleues, rouges, voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, et ce sur quoi j'insiste, parce qu'il faut être vraiment toujours très
prudent quand on s'occupe du maïs en Europe, c'est qu'on a un désaccord qui va durer encore jusqu'au 19e siècle sur les origines du maïs. D'abord sur les appellations. Ici, vous avez toute une liste d'appellations. Donc, tantôt on l'appelle blé, tantôt on l'appelle millet, tantôt on l'appelle sorgho, tantôt on l'appelle maïzou. Hein. Et puis, personne n'est d'accord sur les origines du maïs. Alors, vous avez tout un bloc qui est persuadé que le maïs vient d'Inde. Vous avez tout un bloc qui pense qu'il vient de Grèce, d'Asie, apporté par les Turcs, parce qu'on l'appelle blé de Turquie. Donc, c'est forcément les Turcs. Or, ça n'a rien à voir. De Turquie et du Nouveau Monde. Et puis, vous en avez qui pensent qu'il vient des deux, du Nouveau Monde et de l'Ancien. Voilà. Donc, quand on est dans une documentation sur le maïs, il faut avancer très très prudemment. Et là, j'avais fait une liste aussi des couleurs dont parlent les herbiers. Donc, je ne vois pas très bien, mais jaune, blanc, etc. Voilà. Donc, voilà. Donc ce que j'ai voulu montrer dans ce travail, c'est que, quelle que soit la diversité des terrains, la différence des époques, qu'il s'agisse d'un bout de terre, de parcelles savamment agencées ou de larges étendues de maïs hybride, le maïs nourrit toujours une controverse. Plante définitivement étrange et étrangère, son cycle s'articule autour de deux moments importants, faire le maïs et le défaire. Et c'est ce qui m'a permis de construire tout mon objet de thèse. Et donc j'ai constaté que du premier maïs au maïs hybride et du maïs hybride au maïs génétiquement modifié, une même histoire se répète et se rejoue sous des modes différents avec des paliers, des seuils, des discontinuités, des ruptures et des reprises. Alors je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je veux par exemple vous expliquer que les noms que l'on a attribués au maïs ont augmenté, tous les noms qui ont été attribués ont justement accru cette confusion par rapport aux origines, etc. Et justement, la façon dont les maïs ont été dénommés, appelés, s'explique très très simplement. En fait, il a été tantôt maïs, on l'a vu, tantôt millet, tantôt sorgho, ou encore blé d'Inde. Là, on se réfère aux Indes occidentales. On l'a appelé aussi d'Espagne, on l'a appelé de Turquie. Et à ce moment-là, il faut savoir que la Turquie, ça représente aussi toute l'altérité. L'étranger, c'est le turc. Si des régions d'Espagne, du Portugal et de l'Italie du Nord ont adopté la plante dès le XVIe, ce processus d'adoption a mis entre 2 siècles dans d'autres parties de l'Europe, comme dans le sud-ouest de la France, en Hongrie ou dans les Balkans, par exemple. Et seul le haricot semble s'être substitué rapidement et sans équivoque à ce qu'il y avait alors, le dolique. Le maïs, lui, n'a pas été adopté sans réticence. Il a été classé rapidement dans la catégorie des céréales et il a pris le nom et les usages des plantes qui lui ressemblent. Le millet, le sorgho, donc ici je vous ai mis un champ de sorgho, et qui pousse comme lui, du printemps à l'automne, et que l'on consomme essentiellement sous forme de bouillie. Donc vous avez un processus qu'on va retrouver partout en Europe. On va transférer sur le maïs les noms de ces céréales, et toutes les préparations qui anciennement se faisaient à base de millet ou de sorgho vont se faire désormais, là où c'est possible, à base de maïs. Et dans le même temps, le maïs va être à la fois perçu comme un don de Dieu, en raison de la taille de ses épis, de ses grains, de ses extraordinaires rendements. On le trouve assez souvent décrit dans les enquêtes, dans les monographies, au XVIIIe, au XIXe. Il y a toujours cette partition entre quelque chose qui est prodigieux, mais qui est tellement prodigieux qu'il en est inquiétant. Et il en est d'autant plus inquiétant que, et donc c'est ce que j'ai nommé aussi dans mon travail la part du diable, c'est qu'il va engendrer aussi beaucoup de souffrance. Et c'est sa consommation en particulier qui va poser problème. Des paysans pauvres de régions entières, notamment dans l'Italie du Nord, au régime peu varié, vont contracter la pelagre parce qu'ils préfèrent vendre leur blé, qu'ils peuvent vendre cher, et consommer le maïs, pourtant destiné d'abord aux animaux. Autre point important par rapport à cette arrivée du maïs sur le sol européen, on a peu de mentions au XVIe, on en a beaucoup plus au XVIIe, au XVIIIe, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de mention au XVIe qu'on n'a pas de maïs sur le sol européen. On en a,
y a quelques dates, et surtout dans le nord de l'Italie. Mais on s'accorde à dire qu'en fait, le maïs aurait été d'abord cultivé dans les jardins domestiques. Parce que le jardin domestique, le potager, c'est aussi le lieu de l'acclimatation. Et on peut penser que dans le monde paysan, quand on reçoit une nouvelle plante, eh bien, on va d'abord le faire passer par le jardin pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment le travailler, etc. Donc on a un double mouvement du maïs, 16e, 17e, 18e. On a à la fois un passage par les herbiers, où en permanence les botanistes vont le triturer, savoir un petit peu qui il est, etc. Et un passage en parallèle dans le monde paysan par les jardins domestiques. Et puis en plus, le jardin potager, à ce moment-là, est exempté de dîmes. Donc c'est un espace sur lequel le seigneur, le roi telé, le puissant du village ou de la région n'a aucune prise. Donc ça, c'est important. Donc peu à peu, le maïs a pris place dans les champs. Il a perpétué l'association qu'il forme en Amérique avec... donc là, j'avais mis une photo de maïs et de sorgho pour qu'on voit la proximité. Bon, ça ne se voit pas trop, mais voilà. Ça, c'est donc le maïs, le millet, Ceteria italica, et puis Panicum miliaceu. Voilà. Donc c'est cette fameuse association du haricot, du maïs et de la citrouille, ici, dans le nord du Portugal, est encore pratiquée, dans cette région où j'ai enquêté. Donc on voit bien là au pied des maïs, les pieds de haricots et de la citrouille. Voilà. Et ça c'est le maïs blanc, donc une population de pays sur laquelle j'ai enquêté quand je suis allée dans cette partie du nord du Portugal. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, là on voit bien le haricot enroulé autour du pied de maïs. Et là il y a une série de bassines qui comportent les différentes variétés de haricots qu'on cultive dans cette région avec les pieds de maïs, ou qu'on cultivait, parce que ce terrain date de 97, et j'ai appris vendredi justement que les populations de maïs étaient encore cultivées, mais beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Donc voilà. Mais donc si le maïs a gagné du champ, c'est à la faveur des grandes crises, et s'il devient un aliment de famine et de soudure, il reste une cuisine grossière. Alors je vous ai mis ces photos parce qu'on connaît aussi le maïs dans le sud-ouest, en raison de l'utilisation qu'on en a faite quand il s'est agi de gaver les canards et les oies. Donc il y a tout ce travail d'élaboration du foie gras. Donc là, pour rigoler, je vous ai mis des photos. Mais surtout cette photo-là, parce que j'ai eu pendant quelques temps chez moi ce gaveur. Et ce gaveur, en fait, s'appelle l'Express ou le Rêve. Il y avait deux marques qui ont révolutionné le gavage dans les campagnes du Sud-Ouest. C'était le gaveur le Rêve ou le gaveur l'Express. Donc on connaît tous ces images et on sait aussi la place qu'a pris le maïs dans ce travail de gavage. Donc je disais que dans certaines régions d'Europe, et notamment dans le nord du Portugal, le nord de l'Italie et une partie du sud-ouest, le maïs est vraiment devenu une culture à part entière, au sens propre comme au sens figuré. Et donc quand j'ai fait mon travail de terrain, soit auprès des anciens qui avaient cultivé ces variétés de pays, soit en revenant du côté de ceux qui le cultivent encore, il y a quelque chose donc qui est très important, c'est qu'il n'y a pas un maïs qui vaudrait pour toute une région, il y a véritablement un maïs quasiment pour chaque ferme. Chaque ferme a son maïs, et la semence donc se transmettait ou se transmet de génération en génération. Donc on pratique ce qu'on appelle la sélection massale, et d'année après année, donc, on sème ce maïs. Donc j'avais fait ici un petit inventaire des principales populations de pays que j'avais dont j'avais entendu parler. Voilà. Et ici donc c'est pour l'Italie. J'ai enquêté en Italie sur une variété qui s'appelle Storo. C'est donc un maïs orange, voilà, qui a de très très longs épis. Voilà. Et donc ces variétés de pays, ces populations, donc, on peut aujourd'hui les découvrir ou les redécouvrir. Donc l'association Pro-Maïs et l'INRA possèdent en leur sein un ensemble de presque 274 populations collectées entre les années 50 et 70 par des sélectionneurs, dont ceux de l'INRA, par des sélectionneurs des premières coopératives françaises et enfin par des particuliers.
elles sont à la disposition du public, comme toutes les ressources génétiques de la collection nationale. Et en 2012, donc, Promaïs et l'INRA m'ont confié un projet d'enquête sur les savoirs traditionnels associés à ces variétés anciennes de maïs dans les vallées pyrénéennes de l'Ariège donc jusqu'au Pays Basque. Donc je devais enquêter sur 71 variétés. Alors ici, vous avez tout un travail que mène depuis plusieurs années Jean Baïd-Bédé, qui est vice-président chargé des ressources génétiques à Promaïs et qui est aussi un passionné de maïs, qui est un ancien sélectionneur et qui a remis en culture année après année ces populations de maïs. Donc ici pour le travail, mais il l'avait fait déjà avant pour les populations des vallées pyrénéennes. Donc vous voyez la variété de ces populations, hein, en taille, en couleur, en grain. Ici donc c'est la variété de Grus dans les Hautes-Pyrénées, la variété de Saint-Jean-Pied-de-Port. J'en ai amené ici, il y en a sur la table. Variété du Val d'Aran, variété d'Urdos dans les Pyrénées-Atlantiques, variété du Couseron en Ariège. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos. Saint-Gréac, Bagnères de Bigorre. Le Grand Roubasque dans les Pyrénées-Atlantiques, variété d'Edson en Ariège, etc. Voilà. Là, vous avez donc des paquets d'épis rassemblés par pays, si vous voulez. Voilà, donc Nest-Louron, etc. Donc on voit bien qu'il y avait une très très grande variété de diversité de populations de pays. Alors ce genre de travail, donc c'est aussi un gros travail de conservation, hein, puisque là on est sûr que ces populations de pays ne se perdent pas. Il est très intéressant aussi pour l'ethnologue qui part sur le terrain, puisque à chaque fois que je me suis rendue dans une de ces vallées pyrénéennes, donc de l'Ariège au Pays Basque, j'y suis partie avec un échantillon dans un sac vert comme celui que j'ai amené ici, de ces populations qui correspondaient à la vallée que je traversais. Au préalable, j'avais établi un circuit, je savais qui j'allais rencontrer, par quel village j'allais passer, puisque la seule chose qu'on connaisse véritablement sur ces variétés de pays qui sont donc dans les collections nationales, c'est le nom du village d'où elles viennent, et parfois le nom de celui qui a donné cet épi, et peut-être 2-3 renseignements supplémentaires. Donc j'ai établi un questionnaire très très minutieux sur le nom du village, la couleur de l'épi, la taille de la plante, la superficie de l'exploitation, etc. etc. J'ai mené vraiment un très très gros travail. Donc aujourd'hui, toutes ces enquêtes sont... donc ça, c'est quelques images de paysages que j'ai traversés. Voilà. Et toutes ces photos que j'ai mises ici étaient des espaces dans lesquels étaient autrefois cultivées ces populations de maïs, puisque j'ai demandé aux personnes de m'emmener dans leurs endroits. Voilà, donc divers paysages. Voilà. Ici, on est à Saint-Angras, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ça, c'est ici, en haut, vous avez donc une variété qui a été retrouvée à Chêne-Dessus, en Barousse, par M. Pujol dans les années 90. Et puis après, je montrais à chaque fois ces variétés. Et les personnes me disaient, eh bien oui, cet épi-là ou ces épis-là ressemblent à la variété qu'on faisait chez moi, dans ma famille, etc. Et à partir de là, ça aide beaucoup dans l'exploration ethnographique. Voilà, donc à chaque fois, je sortais mes épis. Là, c'est intéressant parce que il y a... chacun, ici ce geste, je l'ai vu répéter plusieurs fois, puisque ici chacun montre quels étaient les grains que l'on prélevait pour la semence. Voilà. Ni les bouts, mais la partie centrale. Alors après, sur quels critères ça pouvait être la couleur, ça pouvait être la forme des grains, le fait que les grains étaient bien alignés. Donc il y a plusieurs critères qui ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Chacun a aussi son petit critère à soi. Voilà. Donc là, c'est quelques objets. On me montre là comment on enlevait les feuilles du maïs. Là, ce petit objet qu'on utilisait dans le Pays Basque pour le défeuiller. Là, c'était une dame m'a montré comment on fait des tresses. Voilà. Mais comme il n'y avait pas trop de feuilles, elle a eu un petit peu de mal. Alors, tout ça pour vous dire que ces enquêtes-là, elles sont intéressantes évidemment pour tout ce travail de conservation et d'histoire de ces variétés. Mais pour moi, elles sont importantes puisqu'elles sont venues recouper tout le terrain que j'avais déjà fait il y a quelques années, dans le Lauragais, dans le nord du Portugal, dans le nord de l'Italie, etc. Et tout ce que j'avais pu lire en termes d'ethnographie déjà faite.
Ici, j'ai retrouvé chez un monsieur une photo en noir et blanc qui était accrochée à son mur et qui représente Campan dans les années 50. Et ce que vous voyez là, ce sont des parcelles de maïs. Et on n'est pas encore dans du maïs hybride, on est dans des variétés des populations de pays. Ici, c'est une vieille image que j'ai retrouvée du Grand Roubasque. Donc le garçon à côté, là, à son échelle, on voit bien que c'est un maïs qui est très très grand. Donc ça, c'est des images de terrain, voilà. Voilà. Ça, c'est le type de paysage dans lequel est cultivé le maïs. Ici, le maïs, là, ça, ce sont des vignes. C'est une région de production de vin vert. Hein. Donc ce sont des vignes qui sont très hautes. Hein. Les échelles font 5 ou 6 mètres pour faire les vendanges. Et on est, dans ce que je disais tout à l'heure, on est un petit peu dans du complant, parce que sur un minimum de surface, on va essayer de faire pousser un maximum de plantes. Voilà. Donc vous voyez, vous avez là, là le maïs, mais vous voyez, je crois qu'ici c'est du haricot, le maïs, la vigne. Voilà. Là aussi, pareil, même décor. Voilà. Donc là, c'était la maison de cette famille dans laquelle je suis restée et auprès de qui j'ai travaillé. Là, le monsieur me montre le moulin à maïs. Voilà. Et puis il y a aussi un petit moulin. Alors ce moulin à maïs est un moulin à aube alimenté par le ruisseau qui pousse juste un peu plus bas. Mais il y a aussi un petit moulin électrique pour moudre la farine de maïs. La broa, le pain de maïs, étant quand même une des nourritures essentielles encore aujourd'hui. Là, il me montre donc qu'il récolte aussi du maïs vert qu'il donne en fourrage à sa vache et à son cochon. C'est José. Voilà. Donc voilà, une fois qu'il est récolté, son voisin l'emporte et avec ce maïs vert, il donne à manger à son cochon. C'était une fille, Aroussa, elle s'appelait, et à sa vache. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que ces enquêtes que j'ai menées pour Promaïs et Minera, elles sont intéressantes parce qu'elles viennent recouper et confirmer tout ce que j'avais déjà, moi, vu dans les enquêtes de terrain et dans toute cette ethnographie que j'avais collectée. Donc, et j'en viens donc à ma conclusion. Donc c'est un petit peu la conclusion de mon travail, c'est que malgré tout ce que j'ai pu dire par rapport à cette position ambiguë du maïs tout au long de son histoire, il y a véritablement dans beaucoup de régions, dans le sud-ouest, dans le nord du Portugal, le nord de l'Italie, des régions qui ont fait du maïs une plante vraiment très 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 importante. Et que cette culture du maïs renvoie à un processus de fabrication et de socialisation de la plante, et elle englobe toute une série de gestes décrits souvent de manière précise et presque affectueuse. Le maïs est perçu ici aussi dans nos cultures européennes comme anthropomorphe et représente la fertilité, tout comme aux Amériques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a souvent cette évocation d'un maïs à travers des jeux, à travers de fertilité. Et sans que les symboles des cultures amérindiennes aient été transmis, le statut de la plante donne lieu à des réinterprétations propres, et dans de nombreuses régions que j'ai traversées apparaissent à peu près les mêmes représentations. Ce qui veut dire que de la préparation de la terre à la transformation de la farine, les pratiques sont multiples, et les travaux tels qu'ils étaient organisés ont donné naissance à un vocabulaire singulier fonctionnant sur le registre de la métaphore. On décrit la plante et on parle d'elle comme d'un enfant, puis d'un homme. On accompagne sa croissance de gestes précis et délicats. On prépare le sol comme un berceau qu'on arrange, en laissant aux femmes et aux enfants le soin de déposer les grains en terre. Et puis il faut sarcler entre les jambes, chausser les pieds, lui donner à boire. On défeuille l'épi, on le déshabille pour lui ôter ses feuilles ou robes. On voit dans les soies de l'épi tantôt une chevelure, tantôt une barbe. On va jusqu'à lui offrir une maison en guise de grenier comme dans le nord du Portugal, ou bien encore on le garde près de soi dans la maison, en guirlande ou en tresse, dans la cuisine ou au grenier. Et les enfants le transforment en poupée, tandis que les plus grands, garçons et filles rassemblés à la veillée, le placent au centre de leurs jeux amoureux. On cherche alors encore avec fébrilité l'épi rouge ou bariolé qui donne le droit d'embrasser l'élu de son cœur. Alors ce que j'ai mis ici pour terminer, c'est pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire ici.
ce sont donc des images qui rappellent un petit peu toutes les étapes de la culture du maïs. Ce sont des images anciennes, donc. Donc le labourage dans les Pyrénées-Atlantiques au XIXe siècle, préparation de la terre dans le Béarn, préparation de la terre à Paredes des Cours, au nord du Portugal, à partir d'un gros travail ethnographique qu'a fait Veiga de Oliveira sur l'outillage agricole portugais. Les semailles du maïs grain à grain à l'aide de l'espicha, donc aussi dans le nord du Portugal. Pareil à Castro Marine dans le nord du Portugal. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la variété, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes gestes. Labour et semaille du maïs dans les Landes au XIXe siècle. Voilà, là c'est cette photo que j'avais utilisée en couverture. Donc on voit effectivement, il y a toujours tout ce travail, toujours très collaboratif. Le maïs c'est une plante qui a toujours, qui a exigé, en tout cas pour ces populations-là, beaucoup de travail. Mais il y avait toujours une collaboration entre les hommes qui préparent la terre, les femmes qui s'occupent des semailles notamment. Alors ça c'est une photo que j'ai retrouvée récemment, qui avait été publiée dans un livre, et j'ai cru que c'était en fait une reconstitution de la façon dont on semait le maïs autrefois, mais pas du tout. C'est une photo qui a été prise dans les années 70, et dans une famille qui semait encore le maïs de cette façon. Vous avez ensuite donc l'étape du binage, voilà, qu'on voit là ici. Vous voyez bien les photos? Ça va? Voilà. Donc là aussi, au Portugal, le Portugal est particulier parce qu'on est aussi, comme dans les régions de montagne que j'ai traversées pour ces enquêtes dans les Pyrénées, on est aussi dans des grandes familles. Donc une grande famille, c'est 8, 10, 12, 15 personnes. Et donc évidemment, en termes de travaux, il y a toujours une grande collaboration. Donc entre soi, entre membres d'une même famille, mais aussi entre membres de plusieurs maisons. Et ce que l'on fait aujourd'hui chez l'un, on le fera chez l'autre le lendemain. Il y a toujours une très très grande coopération. Voilà. Là aussi, encore une fois, les hommes, les femmes mélangés. Voilà, ça c'est le butage du maïs dans le Béarn en 52. Récolte des cimes de maïs pour la nourriture animale dans le Béarn. Alors ça aussi, dans les enquêtes que j'ai menées récemment, ça se faisait assez souvent d'aller récolter quand l'épi est formé et qu'il lui manque juste quelques jours, voire quelques semaines de mûrissement. On peut donc enlever l'inflorescence mâle, c'est-à-dire les cimes, et les donner à manger aux animaux. Et on dit d'ailleurs dans certains endroits qu'elles sont très fortifiantes, elles font du bien aux animaux. Et puis c'est les premières nourritures un peu fraîches après tout le foin qu'elles ont mangé pendant l'hiver. Donc ça c'est une vieille image que j'ai retrouvée aussi de la récolte du maïs dans le Béarn. Alors ce fameux défeuillage du maïs, donc ça c'est un ami qui m'a donné cette photo dans une famille du Gers dans les années 60-70, et il m'a dit qu'en fait à ce moment-là c'était encore une variété de pays, ça n'était pas du maïs hybride. Voilà. Et donc aussi des photos qu'on m'a données quand j'étais dans le nord du Portugal. Voilà, c'est toujours le défeuillage dans l'histoire des populations de pays. Ce moment du défeuillage a toujours représenté un moment fort de sociabilité. Bon, évidemment, il y avait aussi l'aspect, on se retrouve entre soi avec les voisins, et puis du coup, on apprend des choses sur l'histoire, mais aussi sur les nouvelles des uns et des autres, etc. Hein? Ça, c'est un mode de séchage des feuilles de maïs dans le village où je me trouvais. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des greniers à maïs. Donc ici, c'est un grenier à maïs typique de cette région qu'on retrouve aussi dans le Minho. Donc ce sont de véritables petites maisons. Et vous avez l'air... alors, autrefois, on battait le maïs au fléau pour détacher les graines de l'épi. Ça ne se fait plus aujourd'hui. On a des égreneuses mécaniques. Mais on voit encore des traces du défeuillage, puisque les défeuillages, quand il fait beau, se passent sur l'air. Voilà, et là donc vous avez le grenier à maïs d'une ferme dans laquelle je suis allée, et qui est relativement petit, et vous voyez aussi l'intérieur. Voilà, ce sont vraiment des maisons. Voilà. Là j'ai fait quelques photos, c'est à la Neumezan dans les années 90, en passant dans la rue j'ai vu ces tresses, voilà, et c'est de cette façon dont autrefois on tressait le maïs
et on le suspendait. Voilà. Vous en avez un exemple ici dans cette photo. Voilà. Et j'ai gardé cette photo pour la fin, puisque je m'arrêterai là. Cette photo, elle est intéressante, puisque donc, elle vous montre du séchage d'épis de maïs en bouquet, donc dans une cuisine béarnaise au début du XXe siècle. Et probablement, puisque ça m'a été confirmé par les enquêtes que j'ai faites, quand il s'agissait des épis qu'on allait réserver pour la semence, eh bien, assez souvent, on les gardait près de soi et on les mettait à sécher dans la cuisine, ou en tout cas dans un endroit sûr, dans un endroit chaud. Et voilà. Et ici, ça montre aussi le caractère important de cette semence. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici, parce qu'après, l'histoire que j'ai prolongée dans mon travail de thèse, c'est l'arrivée du maïs hybride depuis l'Amérique, puisqu'il vient d'Amérique, en montrant que ça va se passer beaucoup plus vite, mais qu'on va se retrouver aussi dans un travail à nouveau de domestication, hein, même si le maïs arrive domestiqué, ce maïs-là arrive domestiqué, comme le premier du reste. Le premier maïs qui arrive sur le sol européen, il n'est pas du tout sauvage, il est domestiqué, mais il va y avoir à nouveau tout un travail d'approche qui sera différent, mais voilà. Donc ce sur quoi j'ai réfléchi. Et puis voilà. Donc pour cette partie-là du travail, je me suis davantage intéressée à ce qui concerne la question de l'hybridation, de la multiplication, comment on fait des semences, pourquoi on castre le maïs, etc. Voilà. Donc j'en ai fini de ce que je devais dire. Voilà, je peux répondre à vos questions. J'espère que j'ai été claire, peut-être un peu rapide. Voilà. Merci Maryse. Donc si vous avez des questions. Maryse ou sur le maïs. Oui, j'ai une question concernant la façon de semer. Dans une des figures que vous avez montrées, on voit en Amérique, ou je sais pas, enfin chez les Indiens, là, ils semaient avec, on voyait des petits trous. Hein, donc quand on va au Chili, par exemple, le maïs est semé en poquet. En poquet, oui. Sur des petits trous comme ça. Est-ce que avec le maïs, on a importé des façons différentes de semer le maïs? Est-ce qu'il y a des maïs qui sont semés en poquet en Europe, ou c'est semé uniquement en ligne? Ah non, justement, ça c'est intéressant. Alors quand la plante a traversé l'océan, la plante est arrivée, mais on n'a pas forcément fait suivre avec le mode d'emploi. Donc on a soit adapté des techniques qu'on connaissait déjà et on les a adaptées au maïs, soit on en a inventé. Mais il est peu probable, par exemple, que le monde paysan, qui finalement s'est beaucoup intéressé à la plante et probablement aussi l'a beaucoup travaillé et a fait ce qu'elle est devenue, il est peu probable que le monde paysan ait lu les herbiers, des botanistes, etc., et qu'ils aient lu des choses sur les techniques culturelles, etc. Donc, soit, voilà, ils ont inventé quelque chose. Et donc, par rapport à ce système le système en ligne pour les populations de pays n'est pas si courant que ça. En fait, ce qui est pratiqué assez souvent, et notamment dans les zones de montagne dans lesquelles j'avais enquêté, on fait d'abord un passage dans un sens, on fait ensuite un passage dans l'autre sens avec une herse, et on va donc semer le maïs au croisement de ce carré qu'on va faire, un carroyage qu'on va faire. Voilà. Et on va, parfois on peut y aller même avec un bâton, on va faire un trou, et dans ce trou, on va mettre 2, voire 3 grains de maïs, parce qu'on se dit que sur les 3, il y en a un qui va sortir, et on va y mettre le haricot. Voilà. Donc on a finalement quelque chose qui ressemble à des semailles en poquet. Voilà. Et c'est vrai que dans ce territoire des Pyrénées, souvent ce passage dans un sens et dans l'autre m'a souvent été décrit et raconté. Voilà. Et d'ailleurs, parfois même, tout se passe le même jour. Le matin, on démarre un peu à la fraîche, donc l'homme avec sa mule, ou surtout les mules en montagne, va passer une première fois, va ensuite passer dans ce sens, et les femmes arrivent derrière et vont dans les carrés disposer les graines.
Donc, on l'a. Et on l'a aussi dans d'autres régions, comme dans le nord de l'Italie. Voilà. On a vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que sans que ce monde paysan se soit côtoyé, se soit parlé et échangé des informations, hein, on retrouve énormément de correspondances entre toutes ces pratiques. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans mon travail de thèse et puis dans ce que j'ai fait pour Maïs et l'INRA. Voilà. Avant le semis, vous avez dit que cette façon d'enlever la partie haute et la partie basse de l'épi, Pour la semence. oui, était assez commune. Moi, j'ai entendu associer ça à la compétition gamétique qui a lieu, simplement parce qu'il y a plus de chemin pour que le même pollen, en quelque sorte, doit courir, doit concurrencer. C'est une course en fait entre les grains de pollen et ceux du bas sont plus loin, donc il y a plus de temps, il y a plus d'espace pour que cette compétition ait des effets génétiques, puisque certains gènes du parent mâle peuvent avoir un effet sur la rapidité de croissance du tube pollinique. Est-ce que les agriculteurs sont... Parce que je suppose qu'ils ont dû l'observer. Est-ce qu'ils mentionnent explicitement qu'il peut y avoir des différences de comportement des descendances issues de la tête ou de la base de l'épi? Non, en fait, pour eux, les meilleurs grains, ce sont ceux du milieu. Parce que les grains du bout, soit le bout n'est pas bien formé, oui, soit il y a moins de grains, les grains sont plus petits, comme les bouts, les grains de l'autre côté. En fait, leurs critères de sélection ne sont pas aussi... scientifique que ce que vous dites là, hein. C'est pragmatique, c'est-à-dire voilà, oui, sur un épi, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la couleur, c'est-à-dire qu'on a une variété qu'on a depuis longtemps, la couleur plaît, donc on veut garder cette couleur. Après, on peut aller chez le voisin d'à côté, ça m'a été raconté, chercher une variété des grains, parce que les grains sont un peu orangés, donc on va les chercher, on va les mélanger avec sa variété, et l'année d'après, on aura 2 ans ou 3 ans après un autre maïs. Donc, les critères qui vont permettre de sélectionner cette semence, cette future semence, ce sera la couleur, ce sera l'alignement des grains, la grosseur et aussi la texture du grain. C'est-à-dire que j'ai vu, y compris dans les épis que je leur montrais, donc je leur montrais par exemple celui-là, et puis ils me disaient, vous voyez, on enlève un grain là, et puis on regardait comme ça, on plantait l'ongle dedans, voilà quoi. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément des critères scientifiques. Voilà. Mais c'est ce qui est important, et c'est vrai que c'est aussi le travail de l'ethnologue, c'est de retenir ce que eux en disent et comment ils le font. Voilà. Est-ce que c'est scientifique ou pas voilà. Mais ce que vous dites là, non, ne m'a pas été, je pense que pas été rapporté. Je pense qu'empiriquement, on peut effectivement... en principe, la meilleure zone pour reproduire une variété de maïs devrait être le milieu, à peu près ce qu'ils font en fait. Puisqu'ils risquent d'avoir ils ont des déviations par rapport à la moyenne sur des deux côtés, à cause de ces phénomènes de compétition. Donc c'est pour ça que je me demandais si ça faisait justement consciemment partie de ces pratiques pour maintenir ou modifier une variété. Si ça vous avait été... ça ne vous a jamais été présenté comme une des possibilités? Ce critère-là dont vous parlez, non. Mais voilà. Après, je leur ai demandé aussi, est-ce que vous observez le maïs dans le champ? Est-ce que par exemple les critères qui vous permettaient de sélectionner l'épi, c'était aussi l'observation de la plante dans le champ. C'est-à-dire, est-ce qu'elle verse, est-ce elle souffrait de quelque chose, est-ce qu'elle avait besoin d'eau, etc., etc. Et en fait, il me disait non, que les seuls critères qui entrent en jeu, c'est le critère du grain, et pas de la plante. C'est voilà. Très commun avec des rapports sur ce qui se passe en Amérique latine, ou ce qui se passe en Afrique pour le sorgho, pour le mil. C'est assez intéressant. C'est assez impressionnant, là aussi, même entre continents. Oui, de voir qu'il y a quelque chose des analogies. Vous avez mentionné l'introduction du maïs par Christophe Colomb, les conquistadors du Nouveau Monde vers l'Europe. Y a-t-il d'autres voies d'introduction du maïs? Je pense notamment aux Indiens d'Amérique du Nord et Jacques Cartier, par exemple.
Bon, alors là, pour les voies d'introduction, oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pas spécifiquement travaillé pour ça, mais on sait qu'il y a une introduction qui s'est faite par la Galice, il y a des maïs qui viennent d'Amérique du Nord et qui sont entrés par, je ne sais plus. Monsieur Moreau, vous vous souvenez des provenances de... Il y a 4 foyers à peu près, si je me souviens bien, du continent américain vers l'Europe, qui sont venus alimenter les... Ouais. Oui, il y a des travaux de l'INRA qui ont été faits là-dessus, assez récents, hein, donc il y aurait, de mémoire, il y aurait 3 introductions principales, une qui viendrait effectivement par Christophe Colomb, une autre qui viendrait des populations de maïs qui étaient cultivées plutôt au nord des États-Unis, Canada, là, qui serait arrivée plutôt dans le nord de l'Europe. Et puis une autre introduction qui serait arrivée plutôt dans l'Espagne, au sud de l'Espagne, par le maïs tropical. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations historiques de maïs qui étaient cultivées dans les Pyrénées seraient issues déjà d'un croisement entre ces populations de maïs initialement introduites par les conquistadors, les aventuriers. Ouais. Et donc déjà les populations historiques cultivées dans les Pyrénées, c'était déjà un mélange. Ça s'observe génétiquement. Voilà. Oui, vous vouliez... Est-ce que dans certaines populations, surtout dans le sud-ouest, ou les dernières que vous avez trouvées, vous avez vu une proximité avec des variétés italiennes? C'est quand même, à partir de 1920, beaucoup d'Italiens qui sont venus dans le sud-ouest de la France, et j'ai l'impression qu'ils ont réalimenté un peu le pôle génétique, même peut-être des variétés, des dernières populations qui ont subsisté dans le sud-ouest. Alors, sur un plan génétique, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, pour avoir travaillé justement sur l'arrivée des Italiens et leur relation, notamment dans le Lauragais et leur travail, c'est certains sont venus avec leur variété de maïs, ou en tout cas sont venus sans variété et sont retournés, ou ont fait venir d'Italie, notamment du bassin vénitien, des variétés qui leur étaient propres, qui leur étaient connues et qui étaient beaucoup plus productives selon eux, qui avaient un rendement beaucoup plus important et qui étaient aussi, et surtout, c'est les propos qui m'ont été rapportés, bien meilleurs pour leur polenta que le maïs, que la miette du Lauragais ou d'autres populations. Voilà. Oui, ce serait certainement lié à la place qu'a la polenta dans le nord de l'Italie, dans certaines régions de montagne en particulier, qui est vraiment encore, et qui l'a été jusqu'à il y a peu, qui a eu vraiment une part très très importante dans l'alimentation. Moi, je consomme plusieurs maïs, la population de maïs, la population du sud-ouest, la population italienne, et c'est vrai que je dois reconnaître qu'au niveau gustatif, les populations italiennes sont supérieures aux populations qu'on peut trouver, enfin que j'ai pu trouver encore, comme le Rouge-Astarac dans le Gers, qui est très joli, qui est très bon, mais qui n'égale pas un Mariano, un Spancio d'Italie. Oui, au fur et à mesure des années et des siècles. Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir travaillé sur le Mias et la polenta, donc en vis-à-vis dans le Lauragais. Et je me souviens d'habitants du Lauragais qui disaient que quand les Italiens sont arrivés, ils trouvaient ça très très étonnant parce que ils avaient des maïs extraordinaires que eux n'avaient pas. Voilà, ils étaient surpris par la taille de leur maïs et la grosseur des épis de leur maïs. Voilà. Même la préparation culinaire est quand même plus sophistiquée en Italie parce que ah oui. on trouve des polentas qui sont faites sans agiter la semoule, alors que partout dans le sud-ouest on disait mais si on n'a pas tourné pendant 1h30, oui. La polenta est pas bonne, alors qu'en Italie, dans certains contenus, on ne touche absolument pas à la semoule de la polenta jusqu'au moment où elle est cuite, et c'est vrai que la consistance, le parfum est différent quand on utilise cette méthode. Alors, vous parlez de cette variété-là, mais on peut l'appliquer aussi à toutes les préparations à base de maïs ici en France. Là, je n'ai pas insisté, j'en ai quasiment pas parlé, mais vous avez quasiment une préparation par région
voire par micro-région, parce que vous avez l'escauton, vous avez la cruchade, vous avez le miassou. Alors, et puis après les mias, selon que vous êtes en Ariège, dans le Tarn, dans le Lauragais, c'est pas tout à fait le même. Vous avez aussi énormément de différences à faire dans les préparations. Soit vous jetez la farine dans l'eau, soit vous mouillez la farine par de l'eau. Donc vous avez aussi toute une série de techniques pour préparer ce mias, cette cruchade, etc., qui sont très particulières et qui diffèrent aussi. Donc il y a aussi, de ce côté-ci, en France, une variété de préparation et une variété aussi des actes pour préparer, comme on l'a de l'autre côté, du côté de la polenta. Est-ce que vous pensez que c'était lié à la caractéristique de la variété, que c'était la meilleure façon de le faire Non, je pense que... Enfin, je réponds un peu vite, mais je pense que c'est surtout par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Selon la façon dont, d'abord selon la farine qu'on utilise, une farine plus ou moins fine, plus ou moins grossière, voire de la semoule de maïs aussi. Donc la farine qu'on va utiliser, la façon dont on va travailler cette farine, la façon dont on va travailler cette cuisson, etc., va donner un résultat particulier. Et donc si on veut, on va avoir donc une polenta plus ou moins liquide, on va avoir un mias plus ou moins dur, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi, je voulais avoir quelques précisions sur... Oui, bonsoir. Je voulais avoir juste quelques précisions sur la différence, j'en avais parlé à Boris cet après-midi, entre le maïs doux et le maïs dur. On parle beaucoup de maïs dur parce que pour la polenta et c'est très utilisé en Europe. En fait, le maïs doux qu'on mange en grains, par exemple au Québec, et les épluchettes de blé d'Inde, beaucoup plus populaire, et ça ne l'est absolument pas en Europe, en tout cas pas en France. Donc connaître un peu cette différence, est-ce que même en Amérique, il y a une différence entre maïs dur et puis maïs sucré, doux voilà, je sais pas ce que vous pourriez me dire là-dessus. Monsieur Moreau, vous avez... je m'y connais pas. Je sais simplement que... quelqu'un saurait-il nous expliquer... quand vous parlez du maïs doux, parce que chez nous ici, le maïs doux, c'est ce maïs qu'on va manger en grains, qu'on va manger en salade, etc. Comment ? Ah oui, il y en a très très peu, mais je crois même que même oui, oui, même en termes de sélection et de fabrication et de champs, c'est très contrôlé. Ici en France, les champs de maïs doux c'est très très particulier et c'est relativement récent. En termes de variété, d'espèces, de genres, etc., ça, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que, mais ça, je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait, c'est que dans la variété des maïs que mangent les Mexicains aujourd'hui, comme ceux qu'ils mangeaient autrefois, ils mangeaient par exemple le maïs à l'état laiteux. Et le maïs à l'état laiteux, il est proche du maïs doux, par exemple. Donc quand ils voulaient manger ou quand ils voulaient préparer ou qu'ils veulent préparer un plat dans lequel entre le maïs, mais qui sera plutôt un plat sucré, etc., ils vont utiliser soit une variété spécifique qui existe aujourd'hui, soit ils vont utiliser le maïs à un degré de maturité moindre. Voilà, parce qu'il est doux, il est laiteux, il est sucré. Voilà. Non, c'est le même maïs au Mexique, hein. En fait, le maïs doux, c'est un mutant à la base qui est impliqué dans la constitution. Le grain de maïs est constitué d'amylose et d'amylopectine. Donc, c'est deux constituants style amidon, polymère. Et donc, a priori, enfin, moi, je suis pas spécialiste du tout là-dessus, mais je pense que le maïs doux, c'est constitué exclusivement d'amylose. Et puis on a les maïs normaux, c'est à peu près 75% amylopectine, 25%
amylose. Et puis il y a des waxy aussi, plus pour des applications industrielles qui s'appellent les waxy, qui sont eux 100% amylopectine. Donc le maïs doux, c'est à la fois quelque chose qu'on récolte avant la maturité des grains, hein, ça se récolte au début août. Et donc il y a plusieurs variétés de maïs doux, hein. Il y a des sélectionneurs qui sélectionnent spécifiquement le maïs doux à travers le monde. Géant vert. Mais à la base, c'est, je dirais, un type de maïs avec un amidon particulier. D'accord. Oui. Alors je cite François Delmont. Germinance. Voilà. Il y a un article sur le maïs doux où il dit que c'est un cas justement de présence de vitamine C dans le grain, qui n'est pas en général la partie de la plante où il y a le plus de vitamine C, et que justement à la cuisson douce, cette vitamine C est encore disponible en quantité notable. Voilà. Et aussi une présence vitaminique en général beaucoup plus présente dans le maïs doux que dans l'autre. D'autres questions? Alors moi juste, j'avais une réflexion par rapport aux photos de labour du 19e siècle. Je ne pensais pas qu'on labourait aussi profond pour planter, qu'on labourait aussi profond pour planter le maïs en fait. Parce que celle-là, c'était pour planter le maïs. Oui, mais après on passe en rouleau. Donc les grands sillons qu'on a creusés, on va les aplanir après. Et ensuite on va passer justement cette grille dans un sens et dans l'autre. Et même sur les territoires plus plats qu'en montagne, on va obtenir donc ce quadrillage, et c'est au croisement, comme je disais tout à l'heure, de ces lignes qu'on va aller semer le maïs. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut finalement arriver à un alignement, à quelque chose de très très carré, quoi. Oui, oui. Mais on laboure aussi profond, ouais. Mais on passe Mais les labours se font, alors pour la culture du maïs, je le sais, pour d'autres plantes, je n'en sais rien, mais les labours se faisaient quand même, on faisait un premier labour en novembre. On faisait ensuite on mettait tout le fumier pour enrichir le sol, et on faisait ensuite un autre labour en février, mars, voilà, pour finir que le fumier se mélange bien à la terre. On attendait un peu, et après on fait le labour un peu avant les travaux, ou le jour même des travaux de semaille. Mais ça va dépendre de la superficie, de la quantité de champs qu'on va ensemencer, de la typologie, du paysage, de l'environnement, etc. Donc voilà. Moi j'aimerais interroger l'anthropologue que vous êtes. Comment on est passé du maïs plante divinité au maïs abatana? À cause du mot. À cause du maïs OGM. Je peux poursuivre la même question. Hein. C'est aussi par rapport à la vitesse d'adoption des maïs hybrides, parce qu'ils ont existé certainement très longtemps en quantité importante, les hybrides et les populations. Est-ce que vous avez étudié un peu cette vitesse d'adoption des hybrides? Oui, oui. Et enfin, disons un peu chez nous, quoi. Pas dans le monde entier, mais chez nous. Ah oui, je l'ai. Mais justement, je voulais, comme j'ai travaillé sur la longue durée, je voulais un petit peu savoir, puisqu'on a finalement 3 introductions entre guillemets. Le premier, le maïs hybride, et aujourd'hui l'arrivée du maïs génétiquement modifié. Je voulais savoir, en tout cas pour le maïs génétiquement modifié, je me suis intéressée à la façon dont on en parlait, et non pas ce qu'il en est véritablement, même si je me suis fait expliquer, etc., ce qu'il en est. Voilà. Je voulais surtout voir, voilà. Et d'ailleurs, pour le dire de suite, et comme ça, je l'aurais dit, je me suis toujours demandé pourquoi c'était le maïs qui posait problème par rapport à la génétique et la transgénèse, etc., et qu'à chaque fois qu'il y a eu des débats sur
sur cette nouvelle technologie, etc., c'était toujours le maïs qu'on mettait en avant. C'est vraiment ce qui m'a intéressé quand j'ai démarré mon travail, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des débats sur cette question de la transgénèse, etc., c'était toujours le maïs. Alors on a vu du maïs en grenade, on a vu du maïs en vaisseau spatial, maïs à taxe, on a tout vu. Alors même que le soja était déjà depuis longtemps génétiquement modifié, la tomate est génétiquement modifiée, on a énormément de plantes qui sont génétiquement modifiées et qui nous semblent beaucoup plus communes finalement. Voilà, donc je me suis posé la question. Mais juste la question, voilà. J'ai quelques réponses, mais je ne vais pas les développer. Pour l'arrivée du maïs hybride, il y a eu des réticences, mais il n'y en a pas non plus eu, on ne peut pas dire que... Non, il y a eu au départ, il y a eu cette peur de voir arriver quelque chose de nouveau. Mais comme à chaque fois que quelque chose de nouveau est là, les gens ont eu peur du cinéma quand on a montré le premier film, quand les Frères Lumière ont projeté leur premier film, les gens sont partis en courant et beaucoup ont dit que ça n'avait aucun avenir. Quand l'électricité a été installée dans les campagnes, on sait aussi qu'elle a fait peur. Donc toute nouveauté fait peur. Donc le maïs hybride, quand il a été... quand on a mis en place toute une propagande pour son adoption, son acceptation, etc., effectivement, des grands-mères ou des hommes disaient non, les femmes disaient que ça allait faire mal aux gosiers des canards et des oies, etc. Et voilà. Et s'il y a eu résistance, en fait, elle n'est pas tellement dans l'aspect utilisation du maïs, elle est plutôt dans ce qu'entraînait le maïs avec lui, c'est-à-dire une mécanisation très particulière voilà, parce que c'est le maïs hybride, mais c'est tous les outils qui vont avec. Et puis aussi le fait que c'était une nouvelle à l'écriture, il fallait donc faire emprunter, s'équiper en tracteur et avec tout ce machinisme agricole qui va avec. Mais c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est comparable? Je ne pense pas. Je l'ai fait, mais après, je me suis rendu compte que ça n'était pas très judicieux de comparer 4 siècles d'histoire dans le contexte où c'est passé la diffusion, la propagation du maïs, etc., son adoption, son rejet, et puis cette époque contemporaine où finalement, il a fallu à peu près 15 ans maximum pour que le maïs hybride remplace définitivement les variétés des populations de pays. Objectif, enfin, scientifiquement, on ne peut pas réfléchir comme ça et dire, voilà, d'un côté ça a mis 4 siècles ou 2 siècles, d'un autre 15 ans. On ne peut pas comparer ça, ce n'est pas les mêmes périodes. Mais voilà, si on veut se donner un ordre d'idée, voilà, 2 siècles d'un côté, 15 ans de l'autre. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? J'analyse ça dans ce que j'ai déjà dit tout à l'heure et que j'ai développé dans ma thèse, c'est qu'on est ici en Europe et on est aussi ici dans des représentations qui mettent le blé en avant, on est dans un monde chrétien, on est aussi dans ça, donc je pense que ça joue aussi dans la représentation qu'on a. De toute façon, ça fonctionne pour le maïs, mais ça fonctionne aussi pour toutes les plantes. Dans les classifications populaires des plantes, vous avez toujours les plantes œuvres de Dieu et les plantes œuvres du diable. Le maïs participe aussi de ça. Vous avez la carotte, par exemple, qui est une œuvre de Dieu, et vous avez la ciguë, qui est l'œuvre du diable. Vous avez toujours comme ça le pendant diabolique. Le maïs joue à plein là-dedans. Il est vous voulez, un petit peu le pendant diabolique du blé, si vous voulez. Et qu'est-ce qui a provoqué ce fait qu'il quitte une terre où il est divinisé, où il est, c'est son histoire, c'est le pays dans lequel il arrive, c'est la culture qui est déjà une culture chrétienne, etc. Quoi. Voilà, tout simplement. Et puis le temps, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Qu'est-ce que vous pensez de la connivence de l'agriculteur avec le maïs? Est-ce qu'elle n'a pas fondamentalement changé dans le temps? La connivence, c'est-à-dire son rapport étroit avec la plante, son attachement.
Mais vous voulez que je vous dise quoi qu'entre un agriculteur comme ceux qu'il y avait dans les années 20 en France qui faisait du maïs et un maïsiculteur aujourd'hui, il n'y a pas de connivence, par exemple, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une connivence, mais elle n'est pas la même. Un maïsiculteur aujourd'hui, il est attaché à son maïs. Il est attaché à son maïs. C'est pas parce qu'il est aussi entouré de tracteurs, d'autres technologies, d'ordinateurs, etc. Je crois qu'il est aussi attaché à cette plante. Mais son rapport à elle n'est plus tout à fait le même. Les conditions de culture ne sont pas les mêmes. Les conditions économiques, politiques, sociales, voire culturelles ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a toujours un attachement à la plante. Oui, ils sont obligés d'acheter. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, je l'entends bien, effectivement. On est passé d'une semence faite à la maison à une semence qu'on achète sur les catalogues. Donc, il y a une distance entre l'agriculteur et la plante évidente. Mais il n'empêche qu'un agriculteur aujourd'hui reste quand même attaché à son maïs, à ses maïs dans son champ, même s'il n'a pas lui-même produit la semence, et même s'il travaille avec des tracteurs, des ordinateurs, etc. Je pense. Mais on pourrait dire la même chose de tas de plantes aussi. Hein? C'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'un éleveur est autant attaché à ses bêtes aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois dans son étable avec ses 5 vaches qu'il ne connaissait pas toutes parfaitement et à qui il donnait des prénoms. Aujourd'hui, je pense qu'un éleveur, même quand il a 50 vaches, il a aussi une proximité avec elles. Voilà. Après, le maïs, effectivement, voilà, c'est particulier, c'est... On reste attaché à l'être vivant, on parle de culture ou d'élevage, l'agriculteur, il faut quand même, même s'il a acheté la semence, il faut quand même se développer la plante. Oui. Il doit grandir, il en prend soin, Sauf qu'on parle de matériel génétique, il n'a pas des noms, des numéros. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Les agriculteurs d'aujourd'hui, qui font ce genre de culture, ils sont aussi dans notre monde actuel, qui est un monde de consommation aussi, tu vois, sur le catalogue, sur le grande surface, etc. Ils n'ont pas échappé à ce monde-là, à ce monde-là, ils ne sont pas bien attachés à cette culture. Je me rappelle d'un livre qui s'appelle Géographie amoureuse du maïs, donc par Poésie, où on voit un agriculteur aujourd'hui qui s'est fait tatouer un petit maïs sur l'épaule, et qui fait de l'agriculture aussi, des maïs qui doivent consommer. Et les agricultures, je ne cherchent pas à la mode de la consommation, de la globalisation. Et pour un paysan que nous entendons parler de matériel génétique, ça fait quand même masse. Oui, mais ça,